cette discussion de marché en plateau avec Arnaud Morel à mes côtés. Je le rappelle, le directeur de la gestion sous mandat de Promépar Asset Management. Bonjour Arnaud. Bonjour. Merci beaucoup. Alors évidemment, il y a le narratif de marché. Les sujets d'inquiétude sont nombreux. On en discute tous les jours. C'est difficile de nier que ces inquiétudes-là ne sont pas connues des investisseurs, que ce soit le ralentissement en Chine, l'inflation, les craintes de récession pour demain, etc. Le tableau est connu. Et puis, il y a quand même les prix de marché aussi à mettre en face. Donc, il y a un narratif à la fois très inquiétant. Il y a des marchés qui se sont quand même beaucoup ajustés en général depuis le début de l'année. Où en est votre sentiment de marché à ce stade, Arnaud ? Par rapport à tout ce qui a été repris et énoncé, nous, on est plus dans un scénario, on va dire, d'atterrissage en douceur de l'économie. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on le voit, c'est vraiment la partie chinoise qui a mis un petit peu, qui a excité, on va dire, les marchés financiers et qui a mis en place une consolidation importante aujourd'hui sur les actifs. Quand on regarde les publications de résultats, quand même, ont été salué. Le discours, surtout, qui était quand même notre crainte et ma crainte, c'était l'outlook sur 2022, était quand même salvateur et était bénéfique. On a eu quand même des relèvements de guidance sur l'année 2022 de façon importante. Et ça a été des points importants. On a vu les chiffres d'affaires qui ont, pour les 2 tiers, été au-dessus du consensus. 1 tiers sur la croissance des EPS. Donc la micro tient bien. Quand on regarde le manufacturier aussi en zone économique européenne, c'est quand même la bonne surprise. Il se tient au-dessus des 55. Aux États-Unis, c'est la même chose. Et la Chine, on est redescendu en dessous des 45. Donc ça, c'est des éléments qui sont aujourd'hui probants. Ils nous font dire qu'aujourd'hui, des valorisations des cours de bourse qui ont baissé. Aujourd'hui, quand on traite sur un stock 600 à 12,5 fois le PE forward des 12 prochains mois, on se dit que ça commence à être intéressant en termes de valorisation et que oui, le marché peut-être anticipe un scénario un peu trop noir, ce qui a été dit et qui n'est pas forcément la probabilité majeure aujourd'hui, où on voit que le marché anticipe sur des pans de la cote une récession, notamment quand on regarde la partie crédit, où on a des spreads de crédit qui reviennent sur des niveaux de ceux connus en mars 2020 et qui était quand même un moment économique qui était difficile. Donc là, c'est la même chose. Sur la partie action, et quand on regarde sur certains secteurs, notamment industriels et automobiles, plus particulièrement, pour des raisons aussi exogènes, on sait qu'il y a des goulots d'étranglement, des hausses des matières premières qui justifient cela et qui anticipent cela. Mais on se dit aujourd'hui qu'il y a des opportunités clairement identifiées pour un investisseur sur du moyen et long terme. Aujourd'hui. Même sans prendre de paris sur des situations qu'on ne maîtrise pas, la crise sanitaire en Chine, le conflit géopolitique, vous dites, il y a quand même dans les prix et les valorisations beaucoup de choses négatives intégrées. Et donc, dans une logique de stock picking, il faut regarder les choses de manière un peu fine. Exactement. Et aussi diversifier. Donc, rentrer sur des valeurs qui semblent intéressantes en termes de valorisation. Comme je l'ai dit, le secteur automobile nous semble intéressant. Stellantis, on aime beaucoup. Le secteur Renault, on aime sur donc, les valeurs françaises. Un pricing power qui nous semble intéressant, on l'a vu sur les publications, et ça a détonné un petit peu quand même sur la publication de Renault, ce qui était annoncé. L'effet, la fin du volume, la remontée des prix, et surtout un marché qui est saturé aujourd'hui sur la partie automobile. Et on le voit avec la hausse de prix des voitures d'occasion. Donc ça aussi, c'est un élément qui est assez probant. Sur les industriels, Schneider, qu'on regarde aussi attentivement, elle a cassé sa moyenne mobile de 100 jours, elle tourne aux alentours de 130, mais elle revient sur des niveaux de valorisation intéressantes. Oui, 40% d'exposition à la Chine, mais il y a un thème, quelque chose de sous-jacent d'investissement, notamment sur la partie électrification. Donc il y a des belles valeurs à regarder sur cette partie-là. Quand on parle de belles valeurs, alors Schneider évidemment est une belle valeur. Je ne mettrais pas l'automobile dans les belles valeurs, c'est plutôt un play, opportuniste, cyclique, c'est vous qui le dites, Arnaud. Mais dans les belles valeurs, à Paris, les valeurs du luxe sont emblématiques de ces belles valeurs patrimoniales. Aux États-Unis, ce sont les GAFAM. Là aussi, on a eu toutes les informations du premier trimestre, on a eu les publications de résultats, on a vu les réactions de marché qui étaient parfois compliquées pour certaines de ces belles valeurs. Là aussi, quand on est dans une logique peut-être un peu fine de stock picking, est-ce qu'on a déjà envie de préparer des portefeuilles, alors je ne sais pas, avec des horizons de temps qui sont peut-être au-delà de quelques mois, pour le coup, en regardant à nouveau ces belles valeurs, Exactement. Arnaud. Après, sur les publications américaines, il y en a 2 qui ont été quand même très bonnes, en tout cas de notre avis, Microsoft et Apple. On l'a vu, suite à la publication, avant la publication, Apple a enchaîné comme ce record historique de hausse.
11 hausses d'affilée. Elle était revenue à son quasi plus haut historique. Là, elle a retracé sur la séance d'hier sur les 153, c'est-à-dire c'est le niveau du 8 mars. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a renforcé cette position qui était déjà existante pour un thème important. La publication a été saluée. On a vu aussi un point important, c'est aujourd'hui la nouvelle activité, la diversification du groupe Apple en allant sur la partie paiement où le téléphone devient un terminal de paiement. Ouais. Donc ça aussi, c'est une diversification de l'innovation pour cette entreprise et on y adhère. Donc on a aujourd'hui renforcé Apple dans l'opportunité de marché avec un Nasdaq à moins 24 et une valeur qui est à moins 20. Et on a fait la même chose sur un Microsoft. Toujours la même chose. Vous avez une thématique qui est le cloud, qui a eu une croissance sur le premier trimestre de 46%, des accélérations, on va dire, sur ce trimestre-là par rapport au T4 2021 qui était aux alentours de 55%. Mais il faut aujourd'hui retourner sur une valeur comme celle-ci aux alentours de $260. Ça semble quand même être opportun de renforcer cette ligne-là. Et c'est quoi le cas d'investissement boursier de ces deux valeurs que vous venez de citer aujourd'hui, Apple et Microsoft? C'est pas le même cas qu'il y a 10 ans, j'imagine, Arnaud. On les achète pas aujourd'hui en se disant tiens, je vais pouvoir refaire peut-être sur 10 ans la performance qu'on a vue sur les 10 dernières années. C'est exactement ce que je vous disais. C'est vraiment un groupe qui s'est constitué en allant sur des nouvelles diversifications, des nouvelles niches, sur la partie paiement, sur la partie cloud, dans ces groupes-là. Et des valorisations, quand je regarde, sur Microsoft, je suis à 25 fois en PE, sur Apple, je suis à 24 fois, j'ai perdu entre 10 et 14 points de PE. Donc le travail qui a été fait sur cet ajustement de la hausse des taux et du coût de capital, est aujourd'hui opportun, en tout cas à renforcer sur des lignes déjà existantes. Après, c'est peut-être des lignes à retravailler, puisque l'avenir nous dira de ce qui sera fait. Mais je pense qu'aujourd'hui, revenir sur ces titres-là, avec de la visibilité et de la croissance, ça semble totalement opportun. Deux groupes qui, en plus, ont un retour aux actionnaires aujourd'hui très, très important. Je crois que Microsoft est même peut-être une des valeurs qui paye le plus de dividendes dans le monde. Non, mais ça aussi, c'est très nouveau. Alors, qui est revenu justement en dividendes. Quand on regarde le dividende aristocratique, en 2021, Microsoft, ça délivre. Et en plus, Apple, c'est un dividende en dessous de 1%, mais des plans de rachat d'actions qui sont totalement importants. Ouais. Propos de dividendes, on regarde des secteurs qu'on ne regardait plus depuis des années, comme le secteur des télécoms. C'est vrai que l'énergie et ressources de base sont les deux secteurs leaders en Europe, évidemment, depuis le début de l'année, depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine. Il n'y a pas photo là-dessus et c'est tout à fait compréhensible. Mais très vite derrière, on trouve le secteur des télécoms. Des télécoms qu'on avait intégré en fin d'année 2021. Pour une raison assez simple, on anticipait une remontée des taux, comme beaucoup de personnes, j'imagine, sur les marchés financiers, des valorisations qui sont attractives, et surtout dans un régime d'inflation, avec des dividendes pour un secteur qui tourne entre 4,5% et 5%. Donc c'est un hedge, on va dire, naturel contre l'inflation. Ensuite, c'est un secteur qui a dérété pendant 10 années, on le comprend, des plans d'investissement colossaux pour développer la 5G, la fibre. Donc ça aussi, ça a amputé la performance et surtout la rentabilité de ces sociétés-là. Hormis le fait qu'elles soient sur des durations longues, puisque des endettements importants, les valorisations nous semblent tout à fait intéressantes. Surtout qu'on voit aujourd'hui en zone économique européenne pas mal de M&A qui sont mises en place. Donc aussi, ça soutient le secteur. On reprend peut-être ce qui a été fait aux États-Unis il y a 10-15 ans. Donc c'est un petit peu la même chose que sur le secteur aérien en zone économique européenne, en parallèle aux États-Unis il y a 20 ans. Donc c'est des choses que nous regardons. Donc Orange, elle nous plaît. Pourquoi ? Parce que c'est toujours cette partie valorisation. On paye 10 fois le PE. Donc on a un marché, comme je vous l'ai dit, qui 13 à 12 plus, quoi. Voilà. Oui, c'est ça. Ouais. Mais elle se traite normalement sur ses moyennes historiques aux alentours de 14 fois et on a un dividende aux alentours de 5,5%. Dans la publication est annoncé quoi ? Une réduction quand même des plans de CAPEX. Ça a plu au marché, nous aussi. Donc ça donne un peu plus de visibilité sur cette société-là. On a l'activité africaine qui représente une dizaine de pourcents, aussi qui reprend. La partie espagnole où il y a des synergies, des annonces qui sont faites avec d'autres groupes pour justement relancer ce périmètre-là. Et on conjoint cela avec une dualité sur une valeur, qui est Deutsche Telekom. Donc cette valeur, pourquoi ? Parce qu'elle a de la croissance. Donc dans la téléphonie, c'est quand même un point Parce qu'il y a les États-Unis derrière Deutsche Telekom. Non, mais... C'est exactement ça. Ça rejoint les propos. Parce qu'il y a T-Mobile, c'est ça. Exactement, qui détient 45%, Deutsche Telekom détient 47% de T-Mobile. Et aujourd'hui, quand on regarde la top line, c'est pour Deutsche Telekom, c'est une croissance de 10% sur les 10 dernières années. Et c'est aussi sur la rentabilité, sur l'opérationnel, sur les EBITDA, une croissance de quasi 15%. En valo,
aussi, on regarde, ça se traite à 13 fois les bénéfices, une moyenne historique à 15 fois, un dividende aussi au 3,9%. Et comme je vous l'ai dit, c'est deux dossiers qui sont complémentaires dans un secteur dans lequel on a investi et qui représentent les principales pondérations de nos portefeuilles, au même titre que les médias, l'énergie et les matières premières. Ouais. C'est du dividende, les télécoms, c'est du dividende pour attendre, ou ça peut être quelque chose d'un peu plus stratégique désormais? Vous l'avez dit, après 10 ans de de-rating, après 10 ans de déflation dans le secteur télécom en Europe, je précise, est-ce qu'il y a une histoire qui peut changer, une histoire fondamentale? Est-ce que ces boîtes-là peuvent retrouver du pricing power? Est-ce que l'abonnement télécom peut redevenir quelque chose de stratégique? C'est une bonne question. Et c'est simple. Aujourd'hui, le secteur déjà télécom, il n'est pas exposé au conflit russo-ukrainien. Donc ça, c'est un point positif. Il n'est pas exposé à la hausse des matières premières. Ensuite, sur la deuxième partie, et la crainte de tous les investisseurs et des économistes aujourd'hui, c'est la perte de pouvoir d'achat des consommateurs. Quid de demain, ce que coupera le consommateur? Je ne pense pas que ce sera sur la partie téléphonie. Non. Donc, on pense qu'aujourd'hui, ils ne vont pas être sujets à ce risque sur la consommation. Et le pricing power est totalement établi aujourd'hui sur cette industrie-là, à contrario de ce qu'on pourrait imaginer si on a une baisse de la consommation sur l'industrie, notamment du luxe. Oui, c'est ça. Ça va être intéressant de voir les arbitrages faits par les consommateurs. Et c'est pas évident à déterminer par avance. Donc, quels sont les abonnements, les postes de consommation qu'on va peut-être réduire pour en privilégier d'autres. Bon, il y a déjà la facture essence. Ça, c'est la première chose à payer aujourd'hui. Et puis ensuite, il y a le reste. Sur l'exposition et la stratégie globale d'investissement, il y a les marchés actions, bien sûr, et c'est ce dont on parle le plus souvent. Il y a également la partie obligataire et crédit. Est-ce que c'est quelque chose que vous regardez avec des yeux un peu plus constructifs désormais? Les seuls investisseurs que je vois à nouveau un peu plus positifs, c'est des investisseurs obligataires, parce que effectivement, les prix ont beaucoup corrigé et les rendements redeviennent potentiellement intéressants. Alors, on l'a bien en tête, on le suit. Dans notre comité d'investissement, et pareil, on a un gérant obligataire qui nous dit voilà, il y a des opportunités. Sur le high yield européen, on est à 5, le high yield américain, on est à 8%. Mais aujourd'hui, dans le contexte actuel, peut-être de ralentissement économique et de remontée des taux directeurs, il ne nous semble pas encore opportun de maximiser cette opportunité d'investissement sur le crédit, ou alors on va vraiment sur des spécificités sur du crédit à maturité très courte, comme ce qui a été dit précédemment aussi au sein de nos gestions. On joue la repentification de la courbe de taux américaine à travers un ETF qui réplique la remontée des taux longs, et c'est exactement ce qui s'est passé depuis l'inversion de la courbe de taux. Donc on l'a intégré il y a quelques jours suivant ce moment-là, ce qui est généralement un point d'entrée très intéressant. On a retrouvé un peu de pente entre le 2 ans et 10 ans. Là, on est à 40 points de base et plus entre le 2 ans et le 10 ans désormais, avec un 10 ans américain qui retombe aujourd'hui autour de 3%. Merci beaucoup Arnaud. Merci d'avoir été avec nous en plateau pour discuter des marchés, des stratégies, de la stratégie que vous suivez aujourd'hui chez Promépar Asset Management pour le compte de vos clients. Arnaud Morel, le directeur de la gestion sous mandat de Promépar AM, était avec nous en plateau dans cette demi-heure de Smart Bourse. Voilà pour cette édition de la mi-journée. On se retrouve en direct à 17h pour une heure complète d'émission sur Bismart.